Merci d'être là et tout le monde est effectivement à son poste pour distiller toutes sortes d'infos évidemment qui vont émailler l'actualité départementale et nationale de notre cher pays. On a pour tous les goûts et comme chaque goût, eh bien, on a plein de choses à vous dire. Et je vais vous dire qui m'accompagne aujourd'hui, à commencer par Amélie Patéron. Hello. Bonsoir Patrice. Ça va? Ça va et vous? Ça va, quelque chose me dit que vous avez un invité tout à l'heure? Oui, on en parlera tout à l'heure. Bon. Quelque chose me dit aussi, bonjour Fabien Héran, bonjour, que vous avez un journal dans la poche? Oui, prêt à être livré dès demain matin. Comment il s'appelle déjà? Attends, faut pas confondre, hein, c'est Le Républicain. Le Républicain. Très bien. Martine Guégan. Bonsoir. Comment ça va Martine? Ça va. Une voiture dans votre garage? Oui, même plusieurs. C'est vrai? Oui. Des vieilles bagnoles. Des vieilles voitures. Non, aujourd'hui, je vais vous parler du premier rassemblement de véhicules anciens à l'INA. D'accord, merci. Keltoum Bessadok, coucou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On va parler tendance cette semaine, comme tous les mercredis, et notamment avec des écouteurs. Voilà, tout le monde en possède, tout le monde a un lecteur MP3, MP4, donc voilà. Nouveauté et puis peut-être cinéma. Sauf moi, à chaque fois que j'en mets dans les oreilles, ça tombe. Mais voilà, il est là. Ouais, j'ai l'air d'une cruche quand je mets ça sur la tête avec l'arceau. C'est la solution à votre problème. C'est vrai? Oh, alors très bien. Lionel, salut. Salut. Vous m'avez manqué pendant 3 jours. C'est vrai? Ouais. J'aimerais vous dire autant. Non, c'est vrai aussi. Bon, ouais, viré. Vous avez l'air crispé, là, Patrice. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est la fête en ce moment, enfin cette semaine en tous les cas. Fête de quoi? Fête de l'énergie. Donc, on va en parler avec des ateliers ludiques qui sont mis en place, notamment par la Maison de l'Environnement de Morsan-sur-Orge, qui fait un super boulot. Très bien. Et puis, nous avons un premier invité. Bonsoir. Et il s'agit d'Antoine Poupinol. Vous allez bien? Très bien, merci. Impeccable. Bonjour. Sourire, Oui. avenant. De toute façon, le sujet s'y prête. Hein? Merci. Bon, on aura plein de renseignements dans un instant. On va commencer par vous, Lionel, la semaine de l'énergie. C'est vrai, absolument. C'est la semaine de l'énergie, enfin en tous les cas c'est plutôt la fin de la semaine de l'énergie en fait, puisque normalement elle se termine le 1er octobre, donc le 1er octobre c'est donc vendredi. Ça a commencé le 25, c'est une initiative de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, que l'on connaît plus facilement sous le nom de l'ADEME, je pense que tout le monde connaît évidemment. Et cette année, alors le thème c'est quoi? C'est un petit peu facile puisque c'est la semaine de l'énergie, enfin la fête de l'énergie, le thème c'est les économies d'énergie dans l'habitat tout simplement. Tout le monde commence à connaître un petit peu cette vaste question. En Essonne, plusieurs manifestations ont lieu, notamment donc comme je vous le disais tout à l'heure avec la Maison de l'Environnement de Morsan-sur-Orge qui abrite un espace Info-Énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ces espaces Info-Énergie. À l'espace Info-Énergie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un conseiller Info-Énergie. Formidable quand même. Et ce conseiller qui... À Morsan, pardon? C'est sensationnel. Eh bien absolument, mais j'espérais bien vous étonner quand même. Vous auriez dû devenir policier, enquêteur. Vous voyez? J'ai fait... C'est vrai? Oui, après une licence de droit, je me suis orienté vers le journalisme. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, à la place de gardien de la paix? Pas du tout. Alors donc, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on trouve un conseiller Info-Énergie dans ces espaces Info-Énergie, qu'on peut trouver donc à la Maison de l'Environnement de Morsan-sur-Orge. Le conseiller, je le dis juste comme ça, parce que ce conseiller à Morsan, c'est Julien Lafoisse. Donc si jamais vous avez des questions sur tout ce qui est énergie dans votre habitat, vous pouvez aller consulter. Mais alors toute l'année par contre, et c'est gratuit. Donc c'est pas mal quand même comme conseil. Et alors justement, durant cette semaine de l'énergie, la Maison de l'Environnement met en place donc des ateliers ludiques, pour petits et pour grands aussi, évidemment, pour mieux comprendre ce que sont les énergies renouvelables. On en parle constamment, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond, ni combien ça coûte, enfin comment mettre ça en œuvre. Voilà, mais justement, on va le voir, bien sûr. Combien ça coûte? Toutes ces questions-là, moi j'essaye d'y répondre tout au long de l'année, Patrice. Alors soit vous n'écoutez pas. Mais si, mais c'est embêtant parce que j'avais marqué combien ça coûte, et voilà, vous l'avez volé. Combien ça coûte? Non, ça c'est déposé comme titre déjà. Ah c'est vrai, c'est un copain. Donc justement, comme dans atelier ludique, comme nous allons pouvoir le voir, c'était à l'école Robespierre de Morsan avec Isabelle qui est animatrice justement à la Maison de l'Environnement. Alors allons-y. Nous sommes à l'école élémentaire Robespierre de Morsan-sur-Orge dans la classe CM1, CM2 de Marc Péot. Et cet après-midi, Marc cède un peu sa place à Isabelle, animatrice de la Maison de l'Environnement, pour une leçon très spéciale. On parle d'énergie renouvelable, donc vous savez que ces énergies renouvelables sont des éléments naturels que l'on retrouve sur notre planète, le soleil, le vent, l'eau. Non, l'uranium c'est justement une source d'énergie non renouvelable. Ce sont des sources fossiles. L'utilisation des fossiles, ça entraîne quoi? De la pollution. L'effet de serre, l'accroissement de l'effet de serre. Donc,
l'avantage de nos sources d'énergie renouvelables, c'est donc, elles polluent ou pas, elles? Non, elles polluent pas. C'est un sérieux. Voilà pour le cours magistral, mais ce qu'attendent les élèves avec une très légère impatience, ce sont les travaux pratiques. Donc, on va vous faire bricoler des appareils qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables. Construction millimétrée d'une turbine avec des packs de lait, ou encore élaboration ingénieuse d'un chauffe-eau solaire à l'aide d'un gobelet et d'un peu d'imagination. On a fait déjà les pales de la roue à eau. Et on a fait des entailles pour pouvoir mettre les pales dans les roues, on va dire. C'est quoi ça en fait? C'est une turbine à eau pour l'énergie hydraulique. C'est ce qu'on met derrière les barrages pour que l'eau la fasse tourner et ça fait de l'énergie. Passons maintenant à la fabrication d'une éolienne avec Maxence. Et oui, encore un garçon, tout simplement parce que les garçons, ça explique mieux que les filles. En réalité, elles sont beaucoup plus grandes. Et grâce au vent, ça nous sert à créer de l'électricité. D'accord. Et l'énergie donc que ça produit, c'est quoi comme énergie? C'est l'énergie quoi? C'est l'énergie... Ça s'appelle de l'énergie éolienne. Et c'est une énergie particulière? Oui, elle est renouvelable. D'accord, et ça veut dire quoi renouvelable alors? C'est dire qu'elle elle est inépuisable, elle est non polluante, réutilisable et elle utilise peu de déchets. Tu regardes sur le tableau là? Non. Pas du tout. Voilà, donc des ateliers comme celui-ci, eh bien, la Maison de l'Environnement met en place toute l'année avec les écoles. Et donc durant cette semaine de cette fête de l'énergie, qui dure un petit peu plus longtemps que la fête nationale, puisque à Morsan, elle durera jusqu'au 6 octobre. Et là, il y a des ateliers. Alors aujourd'hui, par exemple, il y avait des ateliers comme celui-là à la Maison de l'Environnement à Morsan. Il y en aura samedi qui vient aussi, donc ce sera le 2 octobre, il me semble. Et puis il y en aura aussi donc le mercredi 6, jour de fermeture de cette grande fête de l'énergie. Ça marche ça? Et pourquoi briller? Mais je ne sais pas, pourquoi pas. Mais pourquoi on a le droit d'être heureux quand même. Mais vous avez parfaitement le droit d'être heureux. Quel âge ils avaient les enfants là? Ils étaient en CM1, donc CM1 c'est quoi déjà hein? 8 ans. Ouais, 8 ans. Ah bah bon, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il parle bien, hein. C'est incroyable. Il parle extrêmement bien et peut-être qu'Amélie Patéron, dans quelques années, ira les voir pour leur demander de commenter certaines actualités, comme ça se passe cette année pour le collège Paul-Éluard à Vigneux. Et aujourd'hui, il s'agit du jeune Najim qui va nous parler de mode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mode. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur ce thème? Vaste thème. En fait, la mode, c'est comme si que la télé, elle vous habillait. Parce que la mode, ça vient de la télé. On voit ça à la télé. C'est comme si c'était la mode qui choisissait comment vous allez vous habiller. Et aujourd'hui, demain, et c'est ça. Et toi, ça te plaît pas? Ah non, j'aime pas ça. Pourquoi? Je sais pas, la télé qui va me dire comment je vais m'habiller. Après, la mode, t'es pas obligé de la suivre. À l'école, en fait, quand il y a quelqu'un qui est pas à la mode, tout le monde commence à dire ah nanani nanana. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai mis des chaussettes Spider-Man et là tout le monde a commencé à rigoler. Toi, la mode, tu la suis pas? Ou tu la suis pour justement qu'on se moque pas de toi? Des fois, je la suis, mais des fois non. Paris, c'est considéré comme la capitale de la mode. T'en penses quoi alors? Tu penses que ça sert à rien? Ouais, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et les grands couturiers, leur travail, tout ça, tu comprends qu'on puisse travailler dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu penses des grands couturiers, des mannequins, dis-moi? Au lieu de faire des habits à la mode, ils pourraient travailler pour les gens. Par exemple, on pourrait choisir les habits qu'on mettrait et on pourrait choisir créer des habits, ça serait bien. Mais les créateurs, les stylistes, ils créent des vêtements justement. Ouais, mais tout le temps à la mode. Ce serait quoi ta solution? Ma solution elle est impossible. Il faudrait qu'il y ait des gens qui travaillent pour des autres personnes et qui leur créent leurs habits qu'ils veulent. Aujourd'hui, t'as un pull, là, je vois un petit pantalon et t'as quand même des chaussures de marque. Pourquoi t'as choisi ça alors? Ça, c'est ma mère qui a voulu que je mette. Qu'est-ce que tu penses des marques en général? Les marques, ça, quand même, j'aime bien ça.
Parce que les marques, il y a certaines choses dans les marques qui sont bien. Par exemple, les chaussures que j'ai prises, c'est des belles chaussures. Mais elles sont à la mode ou pas? Non. La mode, ça prend l'argent dans les poches des gens. Il est très sympa. Très sympathique. Alors je m'adresse évidemment à tous ceux qui nous regardent. Si vous avez un petit peu d'argent, envoyez à Lionel pour lui acheter des chaussettes Simpson. Il sera ravi. Non, pas Simpson, Spider-Man, ça avait l'air bien. Je sais pas s'ils en font 44, 45. Au rabais, ça. Donc, franchement, Simpson, Même ça vous irait très bien. C'est bien, hein, c'est pas grave. Bon. Enfin, chaussettes ou autre chose. Hein. Absolument. En fait. Allez, on redevient sérieux. Un autre collégien demain avec une autre actualité, celle qui voudra, et sa perception évidemment d'ado. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder le JT, en voici les grandes lignes. Alors, il paraît que les gestionnaires de parcs HLM pourraient mieux faire. Des milliers d'appartements sont vides, alors que 700 000 personnes espèrent obtenir rapidement un logement social. Et des fois, ça dure des années. Il y a des départements dans le rouge. En Ile-de-France, c'est mieux qu'ailleurs. Mais à noter que la ville des Ulysses afficherait un taux de vacances de ces appartements de 7,5%. Pour info, il y a en France quelques 4 millions de logements sociaux. Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil, a obtenu satisfaction devant la Cour d'appel de Paris. Les Roms qui vivaient dans un bidonville depuis un certain temps, entre Ormois et Corbeil, donc vont devoir quitter leur campement. Ils ont 48 heures pour le faire. À propos de Corbeil, de plus en plus de rumeurs concernant un désistement en tant que tête de liste de Sage d'Assaut pour la prochaine municipale. La gauche et ses leaders ont mobilisé leurs militants ce soir à la Bourse du Travail. Rien n'est officiel pour l'instant, pour ce qui concerne évidemment le sénateur ancien maire, pardon. Petit commentaire sur cette actu, mes chers amis. Une ambiance, mais alors, vraiment, c'est là, mais on dort là aujourd'hui, c'est pas possible. Je crois qu'il fallait prendre un ticket, moi. Non, on prend pas un ticket, on parle de l'actualité, il se passe des choses. Oui, bah alors justement des HLM, parce que vous parliez de l'Île-de-France, en fait, il semblerait, hein, d'après ce que j'ai pu entendre, que ce serait notamment dans certaines zones rurales où il y aurait beaucoup plus de vacances que, évidemment, que... Parce qu'on ne trouve pas forcément la population. Peut-être qu'ils sont mal répartis, ces logements HLM, et qu'il en manque à certains endroits, il y en a trop là. Mais c'est d'accord, mais s'ils sont là, on ne va pas les détruire. Bah, est-ce qu'on pourrait les déplacer? Est-ce que c'est possible ou pas? Ce ne sont pas des Legos. Ce sont pas des Legos. Quoique, il y a quelques années, quelqu'un avait essayé de lancer cette idée. Oui, il faut que les maçons du cœur, ils vont venir. Non. Les convoyeurs de l'extrême. Les convoyeurs, là. N'importe quoi. Mais ça existe? Oui, je sais. Sinon, rien d'autre. Non. C'est pour dire ça. Bon. Écoutez, alors, puisque vous en êtes à ne rien dire, on va laisser la parole à un journaliste, un vrai. Il n'a rien dit non plus. Un tatoué, mais il attend son heure. Il attend le moment. Il est là, il a ça va être à moi. Non, pas ça. Non, mais en fait, nous, on revient plus sur l'actualité de la semaine, puisque dans un hebdomadaire, voilà. Pour les Républicains, on est sage. Voilà, on est sage. Et on s'est dit, tiens, de quoi pourrait-on parler, mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la une? Pourquoi pas? Comment le président de la République? Oui. Et puis, si on pouvait le mettre un petit peu en Essonne, Saclay, non? Voilà, bah oui, pour nous, c'est formidable. On a le président de la République qui vient en Essonne. Donc ça, c'est le genre d'actualité qu'on aime bien couvrir. Et surtout, le sujet est vraiment un sujet qui concerne l'Essonne au premier chef, donc le plateau de Saclay. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas faire la une sur cette visite. Surtout qu'il a quand même annoncé pas mal de choses. Il a annoncé pas mal de choses. Donc comme on s'y attendait, il a annoncé le déménagement de plusieurs écoles situées à Paris qui vont venir s'implanter sur le plateau de Saclay. Ça grince des dents un peu partout. Ça grince des dents, mais il a dit on ne va pas habiller Paul pour déshabiller Jacques ou l'inverse. Donc il a bien précisé tout cela. Il a fait le parallèle entre une visite qu'il avait faite à Supélec 3 ans auparavant et les avancées qu'il y a eu aujourd'hui. Donc on a bien compris que le Grand Paris, donc le plateau de Saclay, qui fait partie du Grand Paris, est au cœur de son projet présidentiel. Autant le président Mitterrand avait la grande bibliothèque ou l'opéra, etc. Jacques Chirac, le musée des arts premiers au Quai Branly. Autant là, le projet de Nicolas Sarkozy, c'est le plateau de Saclay. Et les retraites. Et les retraites. Donc pour le plateau de Saclay, donc il a montré sa volonté, il a surtout apporté, alors selon lui c'est fait, c'est plus que des promesses, donc déjà 850 millions d'euros, plus 1 milliard d'euros de subventions, plus un autre milliard, donc qui seront tirés en fait des grandes écoles, des entreprises, etc., qui notamment en vendant leurs locaux à Paris pour s'implanter sur le plateau de Saclay, vont faire des bénéfices, etc. Donc en tout 2 milliards 850 millions pour le plateau de Saclay, c'est énorme.
Donc voilà. Comme dirait Lucchini. En tout cas, c'est bien parti. Effectivement, en 3 ans, les avancées sont déjà pas mal. Bon, c'est bien parti, quelle que soit d'ailleurs l'issue de la prochaine présidentielle. Oui, de toute façon, là, c'est un projet qui est amené à se prolonger jusqu'en 2020. Donc, qu'en 2012, il y a une alternance, ou 2017, le projet continuera bien après lui. On l'espère, en tout cas. Bon, en quelques mots. Quoi d'autre dans les éditions Quoi d'autre? On parlait Républicain d'énergie tout à l'heure, donc un petit peu le développement durable aussi. On annonce donc plusieurs animations ce week-end autour d'animations nature, mais là pour redécouvrir la Seine. Le fleuve, la Seine. Donc, puisque 2010 c'est l'année de la biodiversité, c'est aussi l'année du centenaire de la crue historique de 1910. Donc on fait le point sur différentes animations plutôt sympathiques. Donc il y a des ateliers pêche, il y a des balades en bateau, mais il y a aussi surtout sensibilisation aux espaces naturels sensibles autour de cet axe bleu de l'Essonne, la Seine, qui, il est vrai, est un petit peu méconnu. Ok, merci Fabien pour le Républicain. Quelque chose me dit qu'on se revoit dans pas longtemps pour une émission politique. Amélie, à vous, avec votre invité, secrète, vous n'avez pas voulu me dire de quoi il s'agissait. Pas du tout. Si, mais depuis ce matin, vous me dites chapeau, 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 et je ne sais même pas pourquoi. Voilà. Moi, je vais vous parler de chapeau de paille, mais avant voilà. ça, j'ai une question. Hormis vous et moi, Patrice, je crois que tous nos chroniqueurs habitent en Essonne, si je ne me trompe pas. Lionel, Martine. Pas Fabien. Bon, Fabien, vous ne répondez pas. Où faites-vous vos courses, Martine? Où achetez-vous vos fruits et légumes? Quel toum? Où achetez-vous vos fruits et légumes? Donne bien le magasin. Lionel. Je déteste faire les courses. Oui, mais tu De manges. toute façon, vous ne mangez pas. Chez imprimeur. C'est bien. Lionel. Je ne sais pas, moi je fais mes courses quand j'ai faim, c'est le pire. Bon, et ben moi je vais dans les supermarchés et j'ai découvert une alternative en Essonne, c'est Chapeau de Paille. Donc je suis venue avec Antoine Poupinel qui est le gérant de cette exploitation. C'est donc un endroit où on peut venir cueillir soi-même ses fruits, ses légumes et ses fleurs. Ça fait 13 ans que ça existe. C'est ça? Exactement. Au départ, c'était des fraises, ensuite il y a eu des légumes, après vous êtes dirigé vers le verger. Depuis, ça s'est développé. On peut peut-être regarder le reportage et puis on en discute juste après. D'accord. Marre de faire vos courses enfermées dans des supermarchés aux lumières blafardes, une alternative s'offre à vous en Essonne, c'est Chapeau de Paille. 20 hectares de terrain où il est possible de cueillir soi-même ses fruits, ses légumes et ses fleurs. Et du 1er août au 20 octobre, c'est la période faste. Tous les produits sont disponibles, soit une trentaine de variétés. Quand on dit tous les produits, c'est principalement en fait tous les produits qu'on peut trouver dans un jardin en Île-de-France. C'est-à-dire eh bien, au départ les fraises, les framboises, les pommes en ce qui concerne les fruits. Et puis en légumes, donc on va trouver classiquement les tomates bien sûr, qui est quand même un légume très consommé en France. Puis on va trouver aussi tous les légumes qu'on peut trouver pour faire une ratatouille, courgettes, aubergines. On va trouver aussi les salades et des petits produits qui sont peut-être moins répandus dans les jardins, betteraves, épinards, tous les produits que vous pouvez trouver dans un jardin classiquement, quoi. Plus de 15 000 clients font le déplacement sur l'exploitation chaque année, conquis par le cadre et par la qualité des produits. Je suis boulanger pâtissier et tout ce que je peux trouver ici, pour moi, c'est plus intéressant, c'est plus frais. On est en pleine campagne, c'est bien. C'est magnifique, je trouve. Ici, il faut reconnaître que c'est très bon. Hein. Mais c'est amusant, il n'y a pas pas photo. Hein. Pour moi, c'est un plaisir de les toucher, de regarder le produit. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Pour moi, c'est la nature. Financièrement, est-ce avantageux? Visiblement, la réponse est oui. Sur un panier global de primeurs frais, la note est environ 2 fois moins élevée qu'en grande surface. Pourquoi effectivement on trouve une différence de prix entre la cueillette bien sûr et puis et le magasin? C'est très simple, c'est d'une part effectivement le fait d'avoir un circuit court, donc pas d'intermédiaire, et puis aussi effectivement le fait qu'on puisse cueillir soi-même. Économique, la cueillette c'est aussi ludique. Déterrer soi-même pommes de terre et carottes amuse petits et grands. Un retour à la terre de plus en plus apprécié. Si vous me permettez, Amélie, j'aurais posé une question. Il n'y a pas un massacre en fonction des gens qui viennent essayer d'arracher des choses? Non, il n'y a pas de massacre. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. Alors je dis pas qu'il n'y a pas effectivement, quelquefois, vous avez une tomate qui est abîmée, vous la laissez, c'est normal. Mais il est clair que quand ça arrive au magasin aussi, tout trié, toujours au même calibre, etc., il y a forcément eu du déchet. Donc il y a forcément toujours un petit peu de perte. Mais je dis souvent, le pire, c'est pas les clients, c'est
les chevreuils, les lièvres, les corbeaux qui viennent sans payer. Qui viennent Et les sans clients payer. mangent sur place aussi quand même. Hein. Mais ça c'est Parce normal. qu'on se cache dans un coin, on mange 2 kilos de fraises, après on peut plus. Vous avez les noms. Oui, mais de toute façon je pèse à l'entrée, je pèse à la sortie. Et on le dit un petit peu dans le reportage, en ce moment c'est une des meilleures périodes, ça se passe comment là à la fin de l'été? Oui, effectivement, en ce moment c'est une bonne période puisqu'il y a beaucoup de produits, il y a surtout les pommes, en particulier là on attaque la deuxième partie de saison de pommes où on a les Golden, les Boscop, bientôt les Braeburn et ça c'est en général un grand succès. Oui. Et vous m'expliquiez quand je vous ai rencontré sur le tournage, ce qui est difficile c'est que vous êtes à la fois à la production et à la commercialisation, c'est ça? En quoi c'est compliqué? À la fois la difficulté et puis le charme aussi de ce genre de choses-là, c'est qu'effectivement il faut produire, donc il faut être capable d'avoir en temps et heure les produits pour les clients, en particulier quand ils rentrent de vacances et puis maintenant où ils font leurs provisions pour l'hiver. Et puis aussi, c'est vrai qu'il faut être là pour accueillir, faire un peu de publicité éventuellement, être capable aussi d'avoir un panotage, etc., que tout soit facile d'accès, qu'on arrive, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'hectares, donc il faut se retrouver sur le terrain. Mais il y a quand même un investissement. Alors, je me disais, bon, il supprime des intermédiaires par rapport au marché traditionnel, supermarché, les petites épiceries, mais là, à partir du moment où vous êtes sans arrêt sur le terrain, si je puis dire, et que vous devez faire attention à l'accueil, au conditionnement, tout ça, c'est quand même un investissement sérieux. C'est effectivement du temps à passer pour avoir quelque chose qui soit agréable et des petites parcelles, etc. Effectivement, c'est plus de temps que si je faisais des hectares et des hectares de pommes de terre et de pommes, quoi. Mais je pense que ça fait aussi le charme du métier. Et effectivement, je pense que c'est le plaisir, je pense, de la cueillette, c'est à la fois de faire le produit pour le producteur et puis à la fois de voir aussi les gens qui viennent cueillir et puis qui sont contents ou qui vous font des remarques parce qu'ils auraient bien voulu trouver un produit puis il a fait froid pendant la semaine et ça n'a pas poussé. Il n'y a pas de mangue. Voilà. Et ce qui m'intéresse particulièrement, le voisinage, je veux dire, vos collègues, là, ils sont un peu envieux. D'abord au début, il y a dû y en avoir qui vous ont dit bon, ça marche jamais, c'est pas possible. Bon, clac, et puis ça marche. Et maintenant, oui, on m'a dit aussi toujours, mais vous allez voir, vous massacrez vos fraises, etc. On va massacrer mes fraises. Vous savez, il y en a qui viennent. Non. À la cueillette. C'est vrai? Si, j'en connais dans le village qui n'hésitent pas à venir et qui viennent parce qu'ils ont toujours bien sûr les tomates, les pommes de terre dans le jardin, mais avoir des pommes, avoir des aubergines, avoir l'ensemble de la gamme, c'est difficile d'avoir, donc ils viennent effectivement cueillir chez moi aussi. Et pour le porte-monnaie alors, c'est quoi la différence justement? Quand on vient chercher soi-même et puis quand on va acheter au supermarché. Tu n'as pas écouté le reportage. Eh ben alors, franchement, tout était là. Oui. Vous serez puni. Alors est-ce qu'on pourra couper? Vous ramènerez chez vous le reportage pour l'écouter ce soir. D'accord, très bien. Et donc, alors par contre, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est pas du bio, c'est ce qu'on appelle maintenant l'agriculture raisonnée. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends des exemples, par exemple. Bon, c'est un petit peu technique toujours, dès qu'on parle bio, dès qu'on parle. Parce que c'est un petit peu pour. On sait pas trop. Ouais. C'est assez technique. Mais par exemple, dans la serre que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, on fait ce qu'on appelle la protection biologique intégrée. C'est-à-dire que, à la place de mettre des insecticides pour contrôler les insectes qu'on ne peut pas, les pucerons, les acariens, eh bien, on achète des insectes qu'on lâche régulièrement pour aller justement qui vont détruire les pucerons, qui vont détruire les acariens, ce qui nous évite de mettre des insecticides. Vous lâchez des insectes pour en bouffer d'autres. Voilà, exactement. C'est un carnage. Mais c'est sympathique. Et sinon, le bio, vous êtes prêt ou... On utilise des techniques bio. Là, par exemple, actuellement, par exemple, on utilise du désherbant pour désherber dans le verger, par exemple, sous les arbres. Et bien là, à partir de cet hiver, là, on va pouvoir désherber mécaniquement. Et on va essayer de se passer complètement des herbicides dans le verger. Donc tous les ans, j'allais dire, on essaie d'attaquer un sujet et puis de résoudre l'utilisation d'un produit chimique par d'autres moyens qui sont quelquefois plus coûteux. Par exemple, la protection biologique intégrée, c'est plus difficile, c'est plus coûteux, c'est plus compliqué que de mettre une répercussion sur les prix, non, pour les clients. C'est ce qu'on reproche au bio, qui n'a jamais fait la preuve que ce soit meilleur ou quoi que ce soit, mais on reproche justement le coût. On essaie justement, grâce au circuit court, d'avoir des prix qui restent à peu près les mêmes, quoi. Bon, dernière question. Vous avez donné des tomates à Amélie Patteron? Oui, je suis repartie avec plein de choses, des aubergines, des oignons,
piments, des courgettes. Moi j'ai quand même une dernière question. Chapeau de paille hors de l'Essonne, on peut en trouver parce qu'en fait c'est un regroupement de producteurs, c'est ça? Exactement, c'est un regroupement de producteurs pour justement partager un peu l'expérience de comment produire justement plus sain, en utilisant moins de produits chimiques, voire pas du tout, et comment justement avoir une communication commune, etc. C'est aujourd'hui 26 cueillettes dans l'ensemble de la France, en province et dans la région parisienne. Vous pouvez rappeler où c'est? Ah, Martine, vous m'avez posé une question. Mais c'est pas possible. Martine, vous étiez là. Parce que ça n'a pas été très clair. C'est moins cher que d'aller acheter ces produits en grande surface. Mais c'est pas possible. Non, j'ai écouté le reportage et pour moi, ça n'a pas été abordé suffisamment. Très ouvertement. C'est une attaque directe pour Amélie ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, non, mais je pense que c'est une bonne question. Alors, en général, c'est moins cher. Quand il y a une promotion, par exemple, effectivement, à une époque, par exemple, il y avait plein de melons, là, cet été, pendant les 15 jours, trop de melons. Donc, à ce moment-là, le melon ne vaut plus rien, est vendu pas cher du tout. Et nous, on a un petit, c'est d'avoir un prix producteur, c'est-à-dire on a à peu près le même prix toute l'année, hein, avec des petites variations, mais grosso modo, à peu près le même prix. Donc on arrive à avoir un prix qui est en général moins cher. Mais c'est par une promotion à Intermarché, pour prendre un exemple, ou n'importe quelle grande surface. C'est en général moins cher. Alors avec des extrémités comme les framboises, où ça vaut au minimum 15 € quand vous êtes en supermarché, et ça peut valoir entre 4 et 5 € à la cueillette. Par contre là, ça dure 2 jours à la cueillette, même pas une journée, après il n'y a plus rien. Allez, pour rappeler simplement où se situe Chapeau de Paille en Essonne. Donc ma cueillette est située à Torfou, entre Arpajon et Étréchy, sur la Nationale 20. On va tous y aller en même temps. Une razzia. Merci. Merci. Bon, vous, ça ne vous concerne pas. Du tout, parce que vous n'êtes pas assez âgé. Mais on va peut-être se diriger, en France, ça se pratique dans d'autres pays, on va peut-être se diriger vers la généralisation des bilans de santé médicaux pour que les personnes âgées qui ont la possibilité d'être tout à fait en forme puissent continuer à conduire. Et si jamais ils ne sont pas suffisamment en forme, eh bien ils ne pourront plus conduire. Alors c'est une question qu'on a posée dans la rue. Vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous ne savez pas ce qui se passe? Pourquoi il m'a montré du doigt lui? Pas parce que j'ai des cheveux gris depuis 30 ans. Là c'est Keltoum qui disait rendez-moi votre permis. Vous allez voir, c'est à la fin de l'émission. On regarde ce thermomètre de rue. Je pense que tous les 5 ans, ça devrait être obligatoire. Pourquoi pas dans la mesure où effectivement il y a eu un accident, donc on sait qu'il peut y avoir une émotion. C'est vrai que, à partir d'un certain âge, il y a quand même des choses qui diminuent, la vue, la vigilance, les réflexes. Ça dépend surtout d'eux-mêmes. C'est à eux de juger s'ils sont en bonne condition physique ou pas. Moi aussi, je suis une personne âgée et je conduis. Et je fais 500 km en voiture. Et ça va bien, mais bon, je me surveille. Je pense, oui, effectivement, les personnes âgées, c'est quand même... celles qui ont des problèmes de santé, qui ont une moins bonne vue, je pense que ça peut être un danger pour tous sur la route. Je vois pas pourquoi il y aurait une loi pour leur imposer un règlement. Et des papis qui conduisent, ils sont complètement sur le tableau de bord, ils voient pas clair. Imposer, c'est un peu aller aussi en compte de la liberté. Il faut certainement placer une catégorie d'âge. Ouais, très important, surtout dans les zones, je sais pas, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées. On devrait pouvoir imposer des bilans de santé à toute personne qui a le permis de conduire. Après, il y a des jeunes qui conduisent mal et qui sont en bonne santé. Il y a des vieux qui se débrouillent bien, mais c'est vrai aussi qu'il y en a qui sont craignos. Bah, alors, qui sont craignos. Alors, très bien, on a accueilli, il y avait un changement d'invité, on a accueilli Edmond Marquez. Bonsoir. Bonsoir. Marquez, on vous connaît bien à Téléson, metteur en scène, comédien. Vous avez vu le micro-trottoir là à l'instant, bilan de santé peut-être un jour obligatoire pour permettre à des personnes relativement âgées de pouvoir continuer à conduire. Vous êtes pour, vous êtes contre Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, ne serait-ce que parce que c'est quand même le respect des autres de ne pas risquer d'aller les renverser en cas, par exemple, de mauvaise vue, d'une déficience physique, mentale quelconque. Maintenant, tout cela dépend de la façon dont c'est conçu. Ce n'est pas le fait d'avoir, par exemple, 65 ans, 70 ans ou plus qui vous rend nécessairement plus dangereux. Non, bien sûr. En revanche, on voit de très jeunes conducteurs qui sont très dangereux et des personnes âgées qui ne le sont point.
Je pense que c'est plus un problème médical au sens strict qu'un problème d'âge. Bon. Mais le vieux bonhomme que je suis, n'est-ce pas, ne peut que militer. Eh ben, le vieux bonhomme que vous êtes et qu'on aime beaucoup, il se produit extrêmement souvent en tant que metteur en scène et en tant que comédien, je le disais. Vous avez quand même eu quelques mois chargés, hein? Ah, ce sont des mois chargés, je dirais presque toute l'année, puisque bien entendu, dès le mois de septembre, nous commençons à travailler pour là ou les pièces que je monte et que nous jouons en général en juin. Et puis, dès le mois d'avril, je commence à aller voir nos collègues des troupes amateurs, mais des bonnes troupes amateurs dans toute la région. Bon, essentiellement l'Essonne, mais également les départements limitrophes et Paris, de façon à faire une sélection des meilleures troupes. Donc un festival, c'est quelque chose qui s'organise, ça prend beaucoup de temps. Et puis, dès la rentrée septembre, ils ont concrétisé tout cela. Donc, alors, un petit bilan d'abord de ce qui s'est passé jusqu'en juin. Eh bien, écoutez, jusqu'en juin, l'année dernière, nous avons monté en fait, je ne vais pas dire 3 pièces, mais un spectacle de sketch avec, j'avais pris 8 élèves entièrement débutants. Il y en avait 14, je crois. Peut-être, oui, ben voyez. Et vous jouiez dans l'un d'eux, également, non, je parle de janvier, c'est-à-dire que j'ai pris des élèves, j'ai pris des élèves début septembre. On a vraiment commencé à travailler en octobre et dès le mois de janvier, je les ai mis sur scène. Ils n'avaient jamais fait de théâtre de leur vie. On a monté quand même une bonne dizaine de sketchs. Bon, je pense qu'ils seront honnêtement bien débrouillés. En tout cas, le public était content, eux aussi. En Essonne. Voilà, en Essonne, à Massy même. Et puis par ailleurs, nous avons monté donc 2 pièces différentes. Donc avec le même groupe, nous avons monté un petit vaudeville, on va dire, qui était assez amusant, qui s'appelait Le Retour du Boomerang, que nous avons joué à l'Auditorium de l'Opéra, et nous avons joué une pièce de Paul Cotte qui s'appelait Drapeau rouge et tasse d'été, dans laquelle je faisais une petite intervention très ponctuelle, et ceci au Centre Paul Bayard, donc ceci en juin. Donc, voilà. Beau succès aussi, mais qui n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Alors, ce qui va arriver, ça va commencer vendredi soir. Donc là, nous en serons au 8e festival. Lorsque j'ai créé ce festival, c'était en 2003. Donc nous avons eu jusqu'ici 7 festivals. J'ai fait un petit compte récemment. Sur ces 7 festivals, nous avons eu 59 pièces différentes. Ah, bravo. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Il y a eu de mémoire 51 auteurs, ce qui veut dire que certains auteurs, Shakespeare ou autres, sont revenus, bien entendu. Et nous avons eu 38 compagnies différentes venant d'Île-de-France essentiellement qui ont fait la gentillesse de venir et de jouer devant le public massiccois. Pas uniquement massiccois, parce qu'il y a des gens qui viennent des fois de Paris. Pourcentage d'auteurs très contemporains par rapport aux stars que vous avez citées. C'est quand même la très grande majorité. Nous avons eu des classiques. L'année dernière, nous avons eu un Roméo et Juliette absolument exceptionnel. D'ailleurs, la troupe qui l'a joué, qui passait un certain nombre de concours au niveau amateur, eh bien, ils ont eu le prix de la meilleure mise en scène, de la meilleure pièce et de la meilleure comédienne. À Tours, niveau national. Nous avons eu il y a 2 ans Les Femmes Savantes, donc vous voyez, il y a eu quand même quelques grands classiques. Mais disons que la très grande majorité, ce sont des pièces d'auteurs contemporains, je dirais même la plupart du temps d'auteurs vivants. Et quand nous le pouvons, c'est avec grand plaisir d'ailleurs que nous les invitons, ils sont toujours très heureux de venir voir les représentations que nous donnons de leurs pièces, de leurs textes. D'accord, donc votre actualité à très court terme, c'est... C'est donc le festival Coup de Théâtre, 8e édition, qui va commencer ce vendredi, c'est-à-dire le 1er octobre. Ce seront donc les 1er, 2 et 3 octobre, le soir, à 20h30, à l'Auditorium de l'Opéra. Donc lieu quand même sympathique, avec une très jolie salle. Et le 2e week-end d'octobre, c'est-à-dire les 8, 9 et 10 octobre, toujours à 20h30. Edmond Marquez, merci. On va tout de suite passer à Martine. Martine, vos voitures anciennes? Alors oui, donc se déroulait ce dimanche à l'INA le premier rassemblement de véhicules anciens.
Alors organisé par la ville de Lina. C'est l'INAS. Hein. Oui, c'est l'INAS. On dit Lina. Non, on dit l'INAS. Bon, voilà, ça, Non, polémique est on dit lancée. Lina. Oh là là, voilà. Mais le pancréas, pas le pancréas, mais l'INAS. Donc, premier rassemblement à Lina ce dimanche. Donc, il y avait beaucoup d'associations qui étaient présentes et surtout beaucoup de belles mécaniques. On va regarder. C'était en fait, au lieu que ça soit vraiment un rassemblement fixe, c'est-à-dire on prend un lieu et on regroupe plusieurs véhicules anciens, des dizaines et des dizaines. Là, c'est plutôt organisé comme une parade, c'est-à-dire un défilé dans les rues de l'Essonne, puisqu'ils ont fait un parcours, ils ont sillonné les routes. Bon, c'est la première édition, donc ils iront peut-être plus loin les éditions suivantes. Mais bon, on va regarder, on a fait un petit reportage. Que du beau monde. Une bonne trentaine de véhicules anciens de l'attraction à l'Alpine Renault en passant par la 2 chevaux des années 50 ont répondu présent ce dimanche matin au premier rassemblement organisé par la mairie de Lina. Il est 9h, en avant pour le défilé, un détour au centre national de rugby de Marcoussis, puis direction l'autodrome de Lina-Montlhéry. Une étape finale, pas si innocente que ça, une manière pour la ville de Lina de se réapproprier ce circuit mythique. Oh, c'est une très vieille histoire qui remonte même, je crois, à la création du circuit, puisque, en fait, au départ, l'appellation qui avait été donnée officielle avait été l'INAS Montlhéry, et puis finalement, au fur et à mesure du temps, par simplicité, on a utilisé le nom de Montlhéry. Alors, les habitants de l'époque de l'INA étaient assez comment dirais-je, un peu énervés par cette habitude, en quelque sorte, parce qu'ils revendiquaient la présence du circuit sur leur territoire. Au-delà des vieilles querelles, cet événement mensuel a réuni beaucoup d'associations de mordus de vieilles mécaniques. La SALM, association de sauvegarde de l'autodrome, en faisait bien sûr partie. En fin de compte, ça nous permet de se retrouver, de discuter, de sortir nos belles du garage, les montrer aux autres, de pouvoir emmener du monde avec nous, de faire le partage de notre passion. Une première journée réussie qui devrait réunir de nouveaux sympathisants le dimanche 17 octobre prochain. La prochaine édition, normalement le 17 octobre, puisque les rassemblements vont se dérouler le 3e samedi de chaque mois. Il y a de très 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 beaux engins, superbe. Oui. Magnifique. Keltoum, oui. Vous avez quelque chose à portée de main, de petit? Oui, alors moi je parlais écouteurs. Et tout à l'heure on parlait mode avec le petit jeune qui est intervenu. Qui est intervenu et je suis sûre qu'il doit en avoir un. Tout le monde les a, ces écouteurs-là. C'est vrai que c'est fait pour personne. Et puis oui, alors non seulement tout le monde les a, enfin voilà, il n'y a aucune originalité. Et en plus, pour certains, ça tient pas. Enfin moi ça tient pas. Moi ça tient dans une oreille mais pas dans l'autre. Il y a un petit souci. Donc pas foutu. Mais vous aussi, apparemment. Mais c'est vrai, Et doublement. Il y en a même arrêté de ça. Voilà, je voudrais, s'il vous plaît, faire un gros plan sur ces écouteurs. C'est Maxell qui sort de nouveaux écouteurs qui allient matière naturelle et technologie. Alors, cette marque propose et innove, donc avec ses nouveaux écouteurs, en chaîne ou en acajou. C'est pas lourd en chaîne. Ce que j'ai, c'est en chaîne. Tenez. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez même les tester. Je vous prête mon lecteur. Oui, je ne sais pas comment ça marche, moi, ça. C'est très intuitif. Vous allez voir, vous appuyez, il n'y a qu'un seul bouton, il n'y en a pas 40, vous appuyez. Et donc voilà, c'est élégant, chic, raffiné, super. Ne les cassez pas parce que je dois les rendre. Et c'est livré avec une autre paire d'embouts. Donc voilà, s'il y a un petit souci, voilà, au niveau de l'hygiène, tout ça. Parce qu'on vous les offre pas en plus. Non, ça coûte combien ça Ben voilà, ça coûte 9,90 €. Oh là là, les radins. Et pour plus d'infos, sachez qu'il y a un site internet, c'est la marque Maxell, www.maxell.fr. Mais parce que c'est du vous pouvez les tester. Hein, oui. Parce que oui, donc il y a en chaîne et en acajou. Il y en a plus en chaîne ou non? Il y en a encore en acajou. En acajou, d'accord. Voilà, il y a deux modèles différents. La classe. Bon, écoutez, on verra si ça fonctionne aussi bien. Mais enfin, on va s'arranger quand même pour qu'il vous les laisse la prochaine fois. Merci Keltoum. On va rejoindre Philippe Bello qui évidemment a toutes sortes d'écouteurs. Et pour l'instant, c'est pas le sujet de ses pérégrinations dans des villes essonniennes, puisqu'à chaque fois, il pose une nouvelle énigme. Si vous venez dans mon manège, il vous faudra une bonne monture. Est-ce que ça vous parle? Non, sportif. Pas trop, non? Une bonne monture, non?
Il y a une fête foraine qui se fait au mois de mai là. C'est les Mazarinettes. Un manège maintenant là, en ce moment. Ah bah là oui, parce que normalement c'est ce que je dois trouver donc. Je sais pas, peut-être le club d'escrime, non? Le club d'escrime, vos voisins. Mais non, c'est nous. Non, c'est le truc de cheval à côté là, comment ça s'appelle? L'étrier chiroquois. Le manège, ça peut être au niveau du haras. Les chevaux où ils tournent, c'est un manège on appelle ça. Oui, et c'est loin d'ici. Le haras, il est sur chez Mazarin, mais de vous dire où. Mais on va demander. Vers le château d'eau. Vous voyez le château d'eau? Oui, oui, oui. Il est pas loin le haras. Il est d'accord. À côté. Ok. Ça peut être ça à mon avis. L'écurie, non? Il y a des écuries à Chimazarin? Oui, il y en a une, je crois. Avec des chevaux et tout? Oui. Elle est là-bas. Bon, je pense qu'on tient le bon bout. Hein, effectivement, manège cheval, superbe centre équestre. On propose donc une équitation, dressage, obstacles, pour tout niveau, du débutant au galop 7. Apparemment déjà utilisé dans l'Antiquité, le manège était à l'origine un lieu circulaire où l'on pouvait pratiquer l'équitation, faire travailler un cheval à la longe ou exécuter une démonstration de dressage avec des chevaux. En France, le manège du roi fut institué sous Henri III. À l'étrier chiroquois, vous profiterez du manège, bien sûr, mais aussi des installations extérieures encadrées par une équipe de professionnels très sympa. Voilà, et une autre énigme signée Philippe Bello, évidemment. Demain. Rapidement, Keltoum, il y a quand même du cinéma, on parle beaucoup de 3D puisque le département, l'État va aider un certain nombre de salles, 16 salles en Essonne pour arriver à projeter de la 3D. On n'en est pas là pour l'instant dans le film que vous avez cité? Ah non, non, il n'est pas du tout en 3D. Non, non, c'est une comédie sentimentale, c'est réalisé par Nanette Burstein, ça s'appelle Trop loin pour toi. Il faut savoir qu'elle est réalisatrice, productrice, monteuse, scénariste, c'est son 3e long métrage, elle est plutôt spécialisée dans les documentaires et en fait c'est juste une histoire d'amour entre Justin Long et Drew Barrymore qui sont un couple à l'écran comme à la ville. Je vais vous proposer, si on a le temps, de regarder le film annonce. Should we get some wine? We just have the jug of wine. It's a Sunshine Harbor. Now, what year is this? This. Nothing worse than an old wine. It's been such a good 6 weeks. Yeah, I'm bummed it's our last night. Really articulate. 6 weeks too fast. Me like you. Wine. Oh my God. That's disgusting. Hey, bye. What are you doing here? I don't want to end it like this. Neither can I. I'm crazy about you. I'm crazy about you too. I guess we're saying Long distance. relationship. No, that is a sensible gamble. He's thousands of miles away from here. He could be dry humping. And now I see Phil dry humping you. Oh, no, you don't want to see that. Between the snorting and the slobbering, he's like a Shar-Pei. Hey, we haven't seen each other in a while. She's definitely going to dump you for not having a tan. That's true. Right now, you look like an actor in a kabuki troupe. Let me ring, goggles! Is it bad if I eat it? Oh, hey! You have a handprint on your crotch. Hey! Your voice just went up like 12 octaves, Mariah. Use your low voice. Voilà, une comédie très sympa et très drôle. Vraiment, les dialogues, des fois, sont à mourir de rire. Alors, un film que vous pouvez voir au Cinéma Star d'Arpajon, aux 4 Perrets de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et il y a aussi un ovni qui sort cette semaine, c'est AO, le dernier Néandertal. J'avoue que j'ai rien compris. Enfin, c'est réalisateur. Je l'ai vu il y a avant les vacances, en fait, avant les grandes vacances. Et je suis sortie en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Jacques Malater qui l'a réalisé. Et il y a une rencontre avec le réalisateur. Peut-être qu'il va m'expliquer ce que c'est que ce film. Ça se passe vendredi 8 octobre. À 21h à Cinéma. Mais ils confondent certaines époques ou c'est bien fait? Je veux dire, enfin, je crois avoir lu, c'était du western sans les Indiens, mais avec des. D'autres que c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ça donne envie d'aller regarder, hein. Allez-y, vous allez. J'ai bien rigolé. Bon, bah, tant pis. Enfin, on ira de toute façon, histoire d'en parler et de rigoler en votre compagnie. Alors, merci de nous avoir prêté attention pendant 45 minutes. Je remercie nos deux invités, Antoine Poupinel pour son chapeau de paille et puis ses merveilleux fruits et légumes. Edmond Marquès, dont on aura l'occasion de reparler chaque fois qu'il y aura une nouvelle pièce pour ce festival qui commence. Qui commence vendredi soir, c'est-à-dire le 1er octobre, 20h30, à l'auditorium de l'Opéra de Massy. Merci Edmond, merci à vous, salut.